Bonjour, bienvenue dans le MAC de l'éducation. Nous nous penchons aujourd'hui sur la question de l'éducation dans le monde. Pour ce faire, nous avons deux spécialistes à mon côté. Sandy, spécialiste des pays du Nord, et Megan, spécialiste des pays du Sud. D'abord, définissons ce qu'est l'éducation. Premièrement, c'est un droit de l'homme fondamental, indispensable au développement personnel d'un individu. En effet, l'éducation scolaire sensibilise les personnes sur des questions de santé, d'hygiène et d'écologie, ce qui permet la progression de l'utilisation des moyens contraceptifs. Il y a sur Terre à peu près 900 millions d'analphabètes, dont les 2 tiers sont des filles. En Amérique du Sud, 80 à 90% des enfants sont scolarisés. En revanche, en Afrique subsaharienne, 40 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à l'école. Seulement un quart des enfants au Mali ou 54% au Sénégal. Au Moyen-Orient, 68% des hommes sont alphabétisés, tandis que seulement 44% des femmes le sont. Et 8 millions d'enfants sont en dehors des écoles. Au Mali de l'Est, les enfants pauvres ont toujours de grandes difficultés d'accès à l'école. Et 37 millions de ces enfants sont en dehors de l'école, avec des grands écarts entre les États. Megan, je vous laisse la parole. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un manque d'accès important à l'éducation pour la plupart des habitants des pays du Sud. Nous incluons dans les pays du Sud des pays dont le PIB et l'IDH sont faibles, ce qui concerne donc le continent africain, sud-américain et l'Asie, plus particulièrement l'Asie du Sud. Le manque d'accès à l'éducation est dû à l'insuffisance d'établissements disponibles pour les élèves. La distance entre l'habitation et l'école la plus proche est donc importante. On peut expliquer ce phénomène par le manque d'investissement des politiques pour le système éducatif. En effet, l'absence de lien évident entre l'école et la production de richesses directes a poussé les dirigeants à moins investir dans le système scolaire, plus soucieux des forces militaires que des syndicats d'enseignants. Et avez-vous un exemple précis pour illustrer ce manque d'accessibilité? Oui, par exemple celui de la chinoise Mayenne, qui a écrit son journal. Dans ce témoignage, elle nous fait part de sa difficulté à se rendre à l'école, puisqu'il y a à peu près 20 km entre sa maison et l'école la plus proche. Il n'y a évidemment pas de transport scolaire. Mais ce problème de proximité n'affecte-t-il pas les conditions scolaires? Si, bien sûr, comme nous montre l'exemple de cette élève, Laila Escrignac, qui a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans au Cameroun, dont nous avons pu recueillir le témoignage, dans lequel elle nous apprend qu'il faut être une centaine d'élèves par classe, ce qui est évidemment dû au manque d'établissements. De plus, elle déclare également que les établissements sont souvent beaucoup moins grands et beaucoup moins évolués que les autres. Comme vous l'avez dit précédemment, les mauvaises conditions d'enseignement sont dues au manque d'investissement des politiques. Mais auriez-vous, s'il vous plaît, des chiffres à nous faire parvenir? On sait que dans les années 90, le gouvernement des pays en développement a investi 3,9% de la richesse nationale dans le milieu scolaire. En Afrique, cela correspond à 65% de moins que les années précédentes, ce qui fait chuter le taux de scolarisation de 75% à 50% durant les années 80. L'ajustement de l'investissement scolaire a provoqué certains problèmes. En effet, certaines écoles sont devenues payantes, soit par l'inscription ou par les fournitures. Et les pauvres sont donc évidemment exclus du système scolaire. J'imagine que les jeunes filles des pays pauvres sont les plus touchées par ces problèmes de scolarisation. En effet, être une jeune fille dans un pays où l'éducation n'est pas considérée comme un droit fondamental est un problème majeur. On peut constater que 2 cas des 900 millions d'analphabètes sont des filles. C'est en Afrique subsaharienne, dans certaines régions, dans certains États arabes, et en Asie du Sud que les disparités entre les sexes sont les plus flagrantes. En effet, dans les pays en développement, les enfants d'âge scolaire, environ 600 ans, sont 130 millions à ne pas fréquenter l'école. Et 6 sur 10 de ces enfants sont des filles. Les familles de ces jeunes filles sont généralement la cause de cette non-scolarisation. Alors tout d'abord à cause d'une privation de main-d'œuvre. Si les jeunes filles vont à l'école, elles ne peuvent plus travailler chez elles. Ensuite, les familles ne prennent pas le risque d'envoyer une jeune fille à l'école à l'âge de la puberté, car ils ont peur qu'elle puisse se rebeller contre son mariage arrangé ou l'avenir qui lui est prévu.
De plus, les mêmes familles ne veulent pas investir dans l'éducation de leur fille puisqu'elle va appartenir à une autre famille, celle de son mari. Pourtant, l'éducation des filles, c'est la clé du développement d'un pays. Parce que c'est dans les pays où les filles ont été mieux éduquées que les comportements démographiques se sont modifiés positivement et où les bénéfices en matière de développement ont été les plus visibles. C'est ce que la Banque mondiale a compris. Cette institution multilatérale a consacré 2768 millions en 1994 au milieu scolaire. Ça a été plus ciblé sur l'éducation des filles. On a pu voir dans les autres pays qui ont profité de cette aide que la productivité et le PIB ont augmenté, alors qu'à l'inverse, le taux de mortalité infantile a diminué. Cet investissement a également limité la croissance démographique. De plus, les mères alphabétisées ont davantage tendance à envoyer leurs filles à l'école que les autres. Et y a-t-il d'autres organismes comme la Banque mondiale qui participent à l'amélioration de la scolarisation dans les pays développés? Tout à fait, il y a par exemple l'UNICEF qui a pour objectif d'avoir une éducation de qualité pour tous. Alors, pour y parvenir, ils mettent en place des programmes et des initiatives innovantes. Ils mettent l'accent sur les enfants défavorisés, exclus et vulnérables. Ils provoquent également des changements structurels. Ces principales ONG sont aidées par exemple par 18 associations françaises de solidarité internationale. Elles-mêmes aidées par de nombreux syndicats et associations populaires, ces organismes défendent le droit à l'éducation et dénoncent le non-respect des engagements pris par la conférence mondiale à l'éducation de 1996. Tandis, pouvez-vous nous donner en comparaison des exemples des pays du Nord? Oui, bien sûr. Par exemple, en Europe occidentale, le taux de scolarisation est de 100% avec une égalité filles-garçons, mais un pourcentage de diplômés plus élevé chez les filles. Plus des 3/4 des enfants suivent des programmes d'éducation préscolaire, ce qui classe l'Europe en tête du classement des pays industrialisés. L'analphabétisme est résiduel en Europe, bien que mal évolué. Oui, les très petits, nous avons posé quelques questions à une lycéenne française. Elle s'appelle Romane, elle a 16 ans et est en première L. Elle a déclaré avoir commencé l'école à l'âge de 3 ans dans l'école maternelle d'un village voisin. Et grâce à un système de ramassage scolaire, elle a pu y s'y rendre facilement. Nous pouvons mettre l'Amérique du Nord à la 2e place du classement avec un taux de scolarisation de 96% aux États-Unis et de 95% au Canada. Il existe pourtant des difficultés d'accès pour les minorités ethniques et les milieux défavorisés. En effet, 20% des enfants des États-Unis sont dans la pauvreté. On peut donc en conclure que l'accessibilité à l'éducation est nuancée. En effet, en région parisienne, par exemple, on constate de grandes différences entre certains établissements. Une grande disparité entre les lycées de la ZEP, dont le taux de réussite au baccalauréat est à peu près de 60%, tandis que les résultats de certains lycées réputés du centre parisien ont un taux de réussite de 100%. On retrouve des disparités similaires différents États indiens où il y a 90% d'enfants scolarisés au Kerala, mais 50% dans le Bihar. En contrepartie, les rares étudiants des hautes écoles d'Afrique sont malheureusement trop souvent dirigés dans des études de droit ou de littérature, ce qui ne leur est pas utile puisqu'il manque d'étudiants dans les enseignements techniques et professionnels intermédiaires, pour faire plus tard des ouvriers ou des artisans qualifiés du personnel paramédical. Nous avons donc pu voir, grâce à différents témoignages et différentes études, que l'étude pour tous est possible, mais qu'il faut s'en donner les moyens. Si les choses sont possibles, il suffit de les exploiter. Ce que fait les différentes ONG et que leurs petits moyens nous. Bientôt pour une nouvelle édition du Mac d'éducation. Merci.